Bonjour, bienvenue au CHU de Rennes pour parler de fuite tricuspide et de traitement percutané de la fuite tricuspide. Je suis accompagné de Guillaume Laurent, Bonjour. Cardiologue interventionnel dans le service, et je suis Erwan Donal, imageur dans le service. On vous parle de fuite tricuspide et du traitement de la fuite tricuspide car on sait que la fuite tricuspide secondaire dans un certain nombre de cardiomyopathies est associée à une mortalité très importante avec uniquement 34% de survie à 5 ans. On sait que le traitement chirurgical qui peut être proposé, souvent trop tardivement, est associé à une mortalité opératoire entre 8 et 24%, avec un taux de complications qui approche les 30% à 30 jours. Il est donc utile de se poser la question de savoir si un traitement percutané, moins invasif, permettrait de traiter une fuite tricuspide. Il y a actuellement un protocole en France qui s'appelle TRI.fr et qui teste cette hypothèse. Dans quelques instants, avec Guillaume, on va rejoindre la salle de cathétérisme juste à côté pour traiter un patient. Nous voulions vous le présenter. Et donc, il s'agit d'un homme de 70 ans que nous connaissons bien, que nous avons revu à 3 reprises en hospitalisation. Nous avons été amenés à optimiser son traitement diurétique pas à pas sur plusieurs semaines. Il a bénéficié d'une IRM cardiaque, il a bénéficié de 2 cathétérismes droits et d'une échographie transœsophagienne et plusieurs échographies transthoraciques. Ce patient de 70 ans est très symptomatique. Il est stade 2B de la NYHA malgré 500 mg de furosémide. Sa créatininémie est à 78 micromoles par litre. Son NT-proBNP reste à 890 picogrammes par millilitre. Son cathétérisme droit nous a permis de montrer que les pressions capillaires pulmonaires étaient normales et que la pression artérielle pulmonaire était elle aussi normale avec une PAPS inférieure à 50 mm de mercure. La pression dans l'oreillette droite reste aux alentours de 10 mm de mercure. L'échographie cardiaque répétée en ayant optimisé la volémie, ainsi que l'IRM nous permettent de dire que la fonction ventriculaire droite est a priori préservée. Et ce patient donc a une fuite tricuspide que l'on dit massive, c'est-à-dire 4 sur 5, et reste symptomatique. Il a donc été proposé à ce patient de participer à TRI.fr et dans ce cadre, il va bénéficier de l'implantation de clips sur la valve tricuspide. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir l'avis de Guillaume sur ces procédures tricuspides. Comment est-ce que lui, en tant que cardiologue interventionnel, il perçoit ce nouveau traitement ? Alors merci Erwan. Donc c'est vrai qu'on a commencé l'expérience du traitement percutané de la valve tricuspide ici au CHU de Rennes il y a 1 an et demi. On a traité une 50aine de tricuspides. Et d'emblée, il faut préciser que c'est des procédures qui sont vraiment très difficiles. On s'est entre guillemets attaqué à la valve tricuspide en ayant déjà un peu d'expérience sur la valve mitrale. On avait fait au moins 200 valves mitrales avant de commencer à traiter la valve tricuspide. Et on voit bien que c'est un véritable challenge. Traiter la valve mitrale, c'est difficile. Traiter la valve tricuspide, c'est très difficile. C'est difficile certes pour le cathétériseur, mais il faut reconnaître qu'une grosse partie de la difficulté est pour l'échographiste, puisqu'on voit, et on aura l'occasion de le voir pendant la procédure, que faire de bonnes images échographiques, guider le cathétériseur, c'est vraiment essentiel et c'est difficile. Donc le matériel évolue. Il faut préciser qu'ici, au CHU de Rennes, et sur la procédure qu'on va vous présenter, on ne s'intéresse qu'à des traitements de type suture bord à bord des feuillets valvulaires, donc ce qu'on a fait pour la valve mitrale avec le MitraClip, et maintenant ce qu'on fait pour la valve tricuspide, donc ce qu'on appelle le TriClip. Il y a d'autres stratégies qui sont parfois proposées, mais il n'est pas du tout question de parler de ces stratégies-là aujourd'hui. Donc c'est une suture bord à bord, comme on va le voir, qui concerne essentiellement une suture du feuillet antérieur au feuillet septal. Et c'est important d'avoir l'expertise de tout le monde dans la salle. Comme vous le verrez, pendant la procédure, donc, il y a évidemment Erwan, donc échographiste, qui est rompu à l'expertise du traitement percutané et de la valve tricuspide. Généralement 2 cardiologues interventionnels, et c'est important d'avoir l'expertise d'un chirurgien cardiaque. Nous avons la chance d'avoir un chirurgien cardiaque associé sur ces procédures. L'anesthésiste et son NIAD est évidemment sensibilisé à ce type de procédure. Pour des patients, Erwan a bien insisté là-dessus, mais c'est vraiment important, qui ont été screenés de façon très rigoureuse. Pour ce qui concerne la partie interventionnelle, c'est des patients qui ont toujours au moins 1, voire 2, voire 3 cathétérismes droits, afin d'être sûr qu'on traite le bon patient, c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'hypertension pulmonaire, un patient qui a des pressions de remplissage qui sont optimisées. Merci, et donc allons en salle de cathétérisme.
Bah ouais, mais dire, voilà, hein, c'est la réalité, justement, que... Maintenant, en salle de cathétérisme, donc c'est des procédures qui peuvent être réalisées soit en salle de cathé classique ou plus idéalement en salle hybride pour avoir suffisamment d'espace. Donc pour cette procédure, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on est avec le professeur Hervé Corbino, qui est chirurgien cardiaque et particulièrement investi dans la prise en charge de la valve mitrale et tricuspide, donc chirurgicale et percutanée. Le docteur Legac, qui est l'anesthésiste aujourd'hui avec nous en salle. Donc Erwan, bien sûr, que vous connaissez, qui va assurer les échographies. Et puis Florence et Nathalie, qui sont les IDE en salle avec nous aujourd'hui. Donc je vous laisse... donc c'est des procédures, bien sûr, qui sont réalisées sur l'anesthésie générale. Ne serait-ce que, bon, un, parce qu'il faut vraiment que le patient ne bouge pas, et puis deuxièmement, c'est des procédures qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, d'échographie transœsophagienne et transgastrique. Donc évidemment, ceci nécessite de faire ces procédures sous anesthésie générale. Donc je laisse Erwan vous présenter sur un plan anatomique le cas et la stratégie qui va être appliquée. Donc nous sommes ici avec une échographie transœsophagienne pour guider la procédure, et donc on va interagir avec le chirurgien, le cathétériseur et l'échographiste tout au long de la procédure pour implanter donc 2 ou 3 clips en passant de l'œsophage à la vue transgastrique. La vue transgastrique étant très importante pour avoir une vue en face de la valve tricuspide. Donc l'idée, c'est de commencer par un clip qui va être implanté entre le feuillet septal et le feuillet antérieur. Et ensuite, en fonction du résultat obtenu, on verra si on remet un clip entre le feuillet septal et le feuillet antérieur ou alors un clip entre le feuillet septal et le feuillet postérieur. Tout ça sera discuté. C'est un peu différent de la valve mitrale où le côté planification préopératoire est plus marqué. Mais là, tout au long de la procédure, il faudra interagir pour redéfinir la stratégie en fonction du résultat après l'implantation du premier clip. Ça sert à rien, mais voilà. 3, je retire mes aiguilles, il ne reste que mon œil. Je coupe ici, là-dessus. Voilà, je passe, tac, voilà. Je repousse un petit peu, 4 pour enlever cette encre. Et voilà, et là je vais récupérer mes 2 fils. Alors, quand les patients sont très maigres, tu vois le nœud qui va être sur la partie... Donc pour cette procédure, on a commencé par effectuer une ponction veineuse fémorale avec une prédilatation au cathéter 18 French. Une fois que cette ponction est faite, une injection d'héparine avec une surveillance très régulière de l'ACT, avec un objectif vraiment d'un ACT au minimum à 250, mais plutôt un objectif de 300 durant toute cette procédure. Donc pour la procédure en lui-même, on va utiliser dans un premier temps ce cathéter qui est flexible et orientable, qui va nous permettre donc de diriger le clip. Et puis le clip en lui-même, alors là on ne le voit pas parce qu'il est rentré dans la gaine, mais vous avez vu tout à l'heure la préparation qui vient d'être faite par Hervé Corbino et Nathalie. Donc le but c'est de débuller, etc., tout le système et puis de préparer le clip. Donc là le clip est rentré, il est là, et on va le diriger à l'aide de cette poignée, ce qu'on va voir tout à l'heure. Attendez, à ce moment-là, pour moi. Hop. Tire un petit peu sur le guide. Encore un peu. Tu encore. Ok, donc du coup, là, vous avez vu la préparation du clip. Donc le patient a été ponctionné par voie transveineuse fémorale. Et donc là, on va commencer à amener le système dans l'oreillette droite sous contrôle de la scopie et de l'échographie cardiaque. Avant d'aller plus loin, il faut donc regarder en échographie comment les choses se présentent. Et vous avez ici la vue transgastrique que vous voyez sur l'écran, avec donc la valve septale qui est ici, la valve antérieure et la valve postérieure. On voit que le jet régurgitant est assez central entre le feuillet septal et le feuillet antérieur essentiellement. C'est donc pour cela que l'on va commencer par implanter un premier clip entre le feuillet septal et le feuillet antérieur.
On va aller de la voie transœsophagienne à la voie transgastrique régulièrement pour guider le positionnement du clip. Vous le verrez tout à l'heure. Ok, parfait. On va enlever le moins, si tu veux palper. Le docteur Laurent a positionné le cathéter porteur dans l'oreillette droite. On a ici l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le septum interatrial. On voit la valve tricuspide qui est ici. Et on voit apparaître le cathéter porteur là qui vient en regard de la valve tricuspide. Tout le challenge là, ça sera d'être bien perpendiculaire au feuillet de la valve tricuspide et à l'anneau tricuspide pour ensuite franchir dans le ventricule droit. Et donc ça va être l'objet de manipulation. Vous avez fait un clip là ? Ouais, ça marche. C'est pareil parce que vous avez fait là. Mieux ? Moi, j'ai fait beaucoup de F, hein. Donc là, nous sommes en train de positionner le clip et nous avons des difficultés à être bien parallèles au plan de l'anneau. Vous voyez le clip avec les feuillets qui sont ouverts, enfin les bras qui sont ouverts ici. Et le plan de la valve tricuspide est là et on voit que le clip n'est pas parfaitement bien aligné. Donc le Dr Corbineau et le Dr Laurent font des mouvements pour essayer de repositionner le clip dans le plan de l'anneau. C'est un peu plus antérieur à cette phase. Ok. C'est plus cohérent. Oui, en scopie c'est mieux. Ouais. C'est mieux quand même. C'est mieux, on arrive plus perpendiculaire dans les deux plans. Voilà, vous voyez ici le clip en position ouverte à 120 degrés. Je vais également actionner les grippers, qui sont les systèmes qui viennent accrocher les feuillets de la valve tricuspide. Enfin, donc le clip ouvert à 120 degrés, j'active ici, là je fais descendre et monter les grippers. Donc lorsqu'on va attraper les feuillets, il faut imaginer que les feuillets viennent se caler ici dans le clip ouvert et on va venir les piéger en descendant nos grippers. Et donc le feuillet se retrouve piégé entre le clip et le grippers qui est venu descendre contre le bras du clip. Et ce petit gripper c'est muni donc de petits barbillons, comme des tout petits hameçons qui vont venir accrocher le feuillet. Donc voilà, le clip a été positionné bien perpendiculaire au plan de l'anneau avec une descente dans le ventricule qui va être possible. Et là, nous sommes en vue transgastrique et nous voyons le clip qui est ouvert dans le plan de l'anneau avec ici le feuillet septal, ici le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Vous voyez que la qualité d'image n'est pas parfaite, c'est souvent la réalité. Et nous avons ici la vue transgastrique perpendiculaire. Vous avez ici le feuillet postérieur qui est celui-là et le feuillet antérieur qui est en bas, caché derrière le clip qui donne des reflets. Donc l'idée, ça va être d'aller grasper le feuillet septal et le feuillet antérieur, un peu comme cela. Donc il va falloir mobiliser le clip pour faire un mouvement anti-horaire et essayer de se mettre dans l'axe de la valve antérieure. Super, merci. Ok, le clip est fermé. Voilà, donc je me rapproche un petit peu de la commissure. On franchit tranquille. Tu vois, je ne sais pas que ça va. Je franchis. Ok. Je vais faire plus pour l'instant. On ouvre le clip. Donc on franchit clip fermé. Une fois qu'on est sur le site, dans le ventricule, on réouvre le clip. Et là on peut bien ajuster la perpendicularité du clip par rapport au feuillet. De râper. Donc là, on vient de faire un essai de grasping et on n'est pas entièrement satisfait de la qualité de notre grasping et de la position de notre clip. Donc ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on n'a aucun problème pour enlever le clip. Donc on remonte les grippers, on ouvre le clip, donc on a totalement libéré la valve sans l'abîmer. Et donc on peut repositionner comme ça, à volonté quasiment, le clip jusqu'à ce qu'on ait la position désirée. Ok, anti-horaire, on pousse un petit peu plus dans la commissure. Hop. Du coup, un petit peu d'anti-horaire aussi pour toi, Hervé. Un obstacle. Très bien, donc là on est effectivement très dans la commissure. Ouais, ça a l'air d'être parfait.
Non, c'est vrai, on a. Ouais. Bon, écoute, on prend ça, là. Bon. On Allez, y va? Voilà. Allez, Je pense je pense down. Je ferme le clip. Ok. Non, il n'y a pas de septal. Ok. Allez, Ok, thumbs thumbs up. up. Hop, on ouvre. En fait, il faudrait que vous redescendiez un petit peu par le ventricule. Enfin, sur le plan de l'anneau, vous étiez un peu haut. Je recule un petit peu. J'enlève un petit peu de flex. Je redescends. Ouais, comme ça, là c'est parfait. Là c'est bon. Vas-y, tu peux. Elle est dessus? Rase. Peut-être très ouvert là un peu. Donc là, on vient d'effectuer un deuxième grasping qui est situé plus dans la commissure, entre le feuillet septal ici et le feuillet antérieur qui est ici. On aurait bien aimé être plus central au niveau de la valve, mais on n'a pas réussi puisque le feuillet septal était trop petit, trop restrictif. Donc la stratégie a été de déplacer le clip, d'aller un peu plus loin dans la commissure. Donc là, le résultat, les deux feuillets ont l'air d'être bien attrapés. Donc on va libérer ce clip et en implanter un deuxième en position plus centrale. On a effectué ce qu'on appelle un zipping. On a fermé cette commissure comme on aurait fermé une fermeture éclair. Donc vous voyez que vous avez peut-être du mal à distinguer les trois feuillets, mais c'est la réalité des choses. On disait tout à l'heure que l'échographie était très difficile et on voit bien que la visualisation des feuillets n'est pas si facile dans ce type de procédure. Donc il y a toute une procédure qui est extrêmement standardisée pour libérer les clips, qui sont retenus par différents fils et autres câbles qui vont nous permettre, donc c'est très important de bien respecter la procédure établie par le constructeur pour pouvoir libérer le clip en toute sécurité. Ok, j'enlève la outline. Ok, tire. Ok. C'est bon. Le clip est libéré. Très bien, je ferme. Clip fermé. Comment? Tu es descendu de combien de centimètres Là, je ne suis pas descendu encore. Hein. Ah bon, d'accord. Non, je ne suis pas descendu. Non, j'attendais qu'il y ait une image. Alors, ouais, Donc là, on est sur le deuxième clip et on voit bien le positionnement du clip avec ces deux bras qui sont parfaitement parallèles au plan de la valve tricuspide. Et donc, on va pouvoir franchir pour aller dans le ventricule et ensuite essayer de grasper à nouveau les deux feuillets septal et antérieur de la valve tricuspide. Ouais, ça c'est toi. Là, attends, je dois reculer un peu parce que je vais arriver quasiment sur la commissure. Quelque chose comme ça? J'ouvrirai? On a beaucoup moins de flex que pour le premier. Hein. Oui. Alors, l'orientation Je comme suis un peu plus antérieur. Je pense qu'il y a pas grand-chose. Donc là, on vient de mettre le deuxième clip. Donc on le voit très bien sur l'image ici en rayon X. Hein, d'accord, on avait le premier qui était libéré et le deuxième. Alors on a la sonde d'échographie qui passe devant. Donc on voit que les deux sont bien alignés, ont la même orientation. Et si on regarde sur l'image échographique, donc là où on voit la flèche d'Erwan, eh bien c'est là où on a notre deuxième clip, donc qui est bien plus central par rapport au clip précédent. Et on voit ici un jet de régurgitation centrale. Donc évidemment, quand on corrige une fuite tricuspide, il reste toujours un certain degré de fuite résiduelle. Donc après, la question, c'est de savoir si ce résultat, donc on voit bien qu'on a bien créé une bicuspidation de la valve, est-ce que ce résultat est satisfaisant ou pas? Est-ce qu'il faut mettre un troisième clip? Donc là, c'est une discussion collégiale. Ok. Donc on voit, après le positionnement des deux premiers clips, ici et ici, qu'on a bien le feuillet septal ici, le feuillet antérieur ici et le feuillet postérieur là. Le fait est, c'est que ces feuillets sont bien immobilisés, mais il reste un gap central avec un feuillet septal qui nous semble accessible. Et donc on va essayer de mettre un troisième clip pour essayer de corriger ce défaut ici entre le feuillet septal et le feuillet antérieur à nouveau.
sachant que le gradient au travers de la valve tricuspide est de 1,2. Donc là, on a un premier process qui est un process de purge en fait, qui consiste simplement à débuller tout le cathéter. Donc là, on flush ici la partie du nez du clip. Voilà, pendant ce temps-là, avec Ordino à flusher donc, toute cette partie-là du cathéter, puis la poignée en elle-même. Les flashs sont fermés. J'ai un verre et je ne sais pas. Voilà, donc là encore, c'est une procédure qui est extrêmement codifiée, qui prend quelques minutes et qu'on est obligé de faire au fur et à mesure, qu'on ne peut pas faire en amont de la procédure. Donc on flush le cathéter ici, on vérifie qu'il n'y a pas de bulles résiduelles à l'intérieur du cathéter. Et de même, on vient ici dégazer la poignée. Donc là, on voit le clip en lui-même, c'est la partie blanche. On voit ici les deux petites tiges avec des petites griffes qui sont les grippers. Voilà, donc on voit que tout ça est mobile. Sur cette génération-là, tout ça est dépendant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier partie gauche, partie droite. Par contre, on différencie bien sûr la mobilisation des grippers ou la mobilisation du clip. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre en sandwich les feuillets de la valve tricuspide entre les grippers. Et après, une fois que ça sera fait, on va fermer comme là, on ferme le clip de façon à rapprocher les bords de la valve. Et donc il y a tout un processus qui vise à vérifier le bon fonctionnement du clip, à détendre le système et à vérifier qu'il ne va pas s'ouvrir alors qu'il ne devrait pas. L'idée, c'est de fermer, on va essayer de fermer ce trou entre le feuillet septal, le feuillet antérieur, et là, c'est peut-être un bout du feuillet postérieur et peut-être pas le feuillet antérieur. Et donc, essayer de rapprocher les bords ici pour avoir un effet d'annuloplastie, parce que cette partie-là est très dilatée, et ainsi corriger complètement la fuite, sachant qu'on a donc immobilisé le feuillet antérieur et le feuillet septal sur toute cette portion-là. On n'a pas de gradient, donc on a de la place pour pouvoir mettre un troisième clip. Je propose d'ouvrir là, non? Ok. Grippers up, déverrouillé, j'ouvre. Si on veut effectivement avoir le postérieur, je crains qu'il faille effectivement aller plus horaire. Parce que là en face, on n'arrive à rien à voir. Oui, alors que... Donc là, c'est la fin de la procédure. Donc on a implanté le troisième clip, je ne vous cache pas, avec un petit peu de difficulté parce que le feuillet était vraiment court, mais on a réussi à l'implanter à bonne position. Là maintenant, c'est assez difficile de quantifier la fuite résiduelle parce qu'on est en transœsophagien et surtout parce que le patient a été pas mal rempli pendant la procédure. Il y a un système de flush, etc. Le patient a reçu plus d'1 litre de remplissage pendant cette procédure. Et sous anesthésie générale. Et sous anesthésie générale, effectivement. Donc là, on ferme le point de ponction. Donc nous, pour ces procédures-là, on fait un pré-closing plus un point en X. Le patient va être extubé immédiatement. Il va aller aux soins intensifs. On lui fera son échographie de contrôle demain ou sous 48 heures, avant un retour directement à domicile. Et surtout, ce qui est vraiment très 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 important, c'est qu'on maintient un régime de diurétique au moins égal à celui qu'il avait avant la procédure, pendant vraiment minimum 1 à 2 mois. C'est vraiment important pour laisser le temps au ventricule droit d'effectuer son remodelage. L'erreur serait de dire il n'y a plus de fuite de la tricuspide résiduelle ou la fuite a bien baissé, je baisse franchement les diurétiques. Non, ça serait une erreur, il faut vraiment maintenir un régime suffisant de diurétique pendant les premières semaines. Au début de la procédure, on avait donc le feuillet septal ici, le feuillet antérieur ici, le feuillet septal ici, le feuillet postérieur ici. Donc le feuillet septal était très court, le gap entre les feuillets était relativement important, de l'ordre de 8 mm. Et donc on a mis un premier clip ici, dans la commissure entre le feuillet septal et le feuillet antérieur, puis un deuxième clip à côté entre le feuillet septal et le feuillet antérieur, et enfin un troisième clip ici, entre un petit morceau de feuillet postérieur et le feuillet septal. Donc 3 clips ont été implantés. Vous voyez la différence que ça fait sur la taille de l'anneau. Si je prends cette distance ici et cette distance là, on voit qu'il y a eu un effet d'annuloplastie lié à la procédure
qui permet d'espérer une correction relativement durable de la fuite tricuspide. Eh bien, nous avons vu une procédure un petit peu difficile où nous avons mis 3 clips sur le patient que nous avions présenté, Guillaume Laurent et moi-même tout à l'heure. Et avant de conclure cette présentation, je voulais revenir sur les critères qui nous font proposer une thérapeutique de traitement percutané de la fuite tricuspide. Et donc insister sur quelques points qui sont fondamentaux. L'aspect clinique, avec la réévaluation régulière en optimisant le traitement diurétique. L'aspect hémodynamique, avec l'évaluation du cathétérisme droit, la réévaluation régulière de l'échocardiographie, et l'aspect quantification de la fonction du ventricule droit et de la taille des cavités cardiaques, de l'oreillette droite, du ventricule droit, et puis rechercher bien sûr d'autres pathologies, qu'elles soient coronariennes ou cardiaques gauche. Pour revenir sur ce qui est du cœur droit et l'évaluation en échographie transthoracique et transœsophagienne, on multipliera les incidences pour apprécier la géométrie du ventricule droit et la fonction du ventricule droit. On quantifiera la fuite tricuspide en 5 grades. Et là, il y a des points importants sur la diapositive ici. D'abord, on s'aperçoit que le ventricule droit a perdu sa forme triangulaire. Et donc, il y a un remodelage du ventricule droit qui est très marqué. On voit ici, dans le cas présent, qu'il y a des sondes de pacemaker qui peuvent être une contre-indication au traitement percutané, mais pas systématiquement. Je vais vous le montrer juste après. Donc on peut quantifier la fonction du ventricule droit avec le TAPSI, avec S', avec la fraction de raccourcissement de surface. Le critère le plus utilisé dans la littérature et en pratique, c'est le strain du ventricule droit que vous avez ici sur l'écran, avec ici un strain du ventricule droit à moins 22,3, qui est donc plutôt correct. Pour quantifier la fuite tricuspide, on va pouvoir mesurer la vena contracta, donc le plus petit diamètre ici en vue apicale 4 cavités ou en parasternal long axe sur les cavités droites. On pourra mesurer la surface de l'orifice régurgitant. On regardera la veine cave inférieure, sa collapsibilité et le caractère inversé du flux veineux sushépatique. Mais on regardera aussi beaucoup le Doppler continu au travers de l'orifice mitral, avec ici, vous voyez, un flux qui est plutôt triangulaire et très peu véloce, qui monte à 2,5 mètres par seconde et qui témoigne donc d'une régurgitation sévère chez quelqu'un qui n'a pas d'hypertension pulmonaire, et ça a été vérifié au cathétérisme droit. Donc le Doppler et l'ensemble de ces paramètres sont très importants pour apprécier la sévérité de la fuite tricuspide. Puis on va aller en échographie transœsophagienne, et en échographie transœsophagienne, on a déjà dit qu'il était très important de quantifier et d'apprécier les choses comme en échographie transthoracique. Et là, vous voyez la vue transgastrique faite chez cette patiente, et vous observez ici qu'on a affaire à une valve quadricuspide, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression, avec ici 2 feuillets postérieurs, un feuillet antérieur et le feuillet septal. Et vous voyez qu'ici il y a une sonde de pacemaker qui est localisée de manière un peu inhabituelle. Habituellement, la sonde de pacemaker est plutôt dans la commissure entre le feuillet postérieur et le feuillet septal, alors qu'ici elle est très localisée dans la commissure entre le feuillet antérieur et le feuillet septal. Et l'avantage, c'est que vous voyez ici la régurgitation de la valve tricuspide, où il y a un jet qui en fait est à côté de la sonde de pacemaker et dans la commissure postérieure. Du coup, il semble y avoir suffisamment de place pour éventuellement implanter un clip ici entre le feuillet antérieur et le feuillet septal, un clip ici entre le feuillet postérieur et le feuillet septal. Donc on appréciera très bien l'anatomie de la valve tricuspide sur ces vues transgastriques en échographie transœsophagienne. Vous voyez ici bien les feuillets, le feuillet septal qui est plus court, le feuillet postérieur qui ici est fait de 2 feuillets quasiment, et le feuillet antérieur avec la sonde de pacemaker. Et puis bien sûr, on quantifiera ça pas uniquement en échographie transgastrique, mais aussi transœsophagienne, avec ici une vue transœsophagienne basse, où on pourra mesurer la surface de l'orifice régurgitant, la vena contracta, et apprécier les dimensions de l'anneau tricuspide. On va multiplier les incidences en biplan, en vue classique, pour mieux apprécier les choses et être sûr qu'on pourra effectivement faire une procédure qui sera un succès. Voilà, donc je voulais vraiment insister avant de vous laisser sur la difficulté que vous avez vue pendant la procédure et qui a été expliquée par Guillaume Laurent.
sur la nécessité de ne pas se précipiter et de réévaluer les patients plusieurs fois avant d'envisager le traitement de la fuite tricuspide, tout en gardant à l'esprit que, indépendamment du niveau de pression pulmonaire, indépendamment de la cardiopathie gauche, le fait d'avoir une fuite tricuspide qui est massive ou torrentielle, c'est-à-dire grade 4 ou grade 5, est associé à un surrisque de mortalité, un surrisque de réhospitalisation, et c'est bien pour cela qu'on s'intéresse de près à cette fuite qui avait été négligée et qui pourtant a un impact pronostique et fonctionnel qui est majeur. Je vous remercie, à très bientôt.